Poutine n'a jamais voulu envahir l'ensemble de l'Ukraine. Il y en a beaucoup qui essayent de nous faire croire ceci, mais il aurait mis bien plus d'hommes et il aurait mis certainement au premier échelon de l'assaut des troupes plus aguerries que ça. Je pense que la Russie ne remportera donc pas l'ensemble de l'Ukraine parce que ça n'a jamais été son objectif, mais elle va gagner, elle aura ses 4 oblasts. Tout ce que l'on fait avec des sanctions économiques, c'est pousser celui à qui on les impose à intervenir. C'est la même chose avec l'Iran. Je suis convaincu que si les États-Unis n'avaient pas imposé des sanctions économiques pendant 47 ans que dure cette république, mais elle aurait eu une évolution normale. Les Russes avaient essayé de faire une proposition pour dire « écoutez, on va travailler avec vous, vous ne voulez pas de moi » et bien entendu, la méfiance s'est installée. Elle voulait aussi éliminer les nazis. Le bataillon Azov, on n'en entend plus beaucoup parler. Donc je pense que la Russie gagne. Bonjour Monsieur Chollet. Bonjour Madame Rodriguez. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Merci de m'avoir invité. Vous êtes ancien colonel d'état-major dans le renseignement de l'armée suisse et vous vous intéressez depuis de nombreuses années aux questions de géopolitique et de stratégie internationale. Dans le contexte actuel, marqué par la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et la rivalité croissante entre grandes puissances, nous allons essayer de comprendre les logiques profondes de ces conflits avec vous qui êtes un expert, le rôle des grandes puissances comme les États-Unis, la Russie ou l'Iran et surtout les conséquences de ces bouleversements pour l'Europe. Alors j'aimerais juste peut-être corriger. Dire que je suis un expert, c'est peut-être un peu exagéré. J'ai suivi le stage de l'Institut de hautes études de défense nationale en France. J'ai un master en études internationales et stratégiques de 2 universités en Italie. Et puis j'ai été formé dans le renseignement en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne. Voilà. Alors c'est vous qui dites que je suis un expert. Ça me réjouit. Mais j'aimerais que l'on relativise. Merci pour ces précisions. En tout cas, l'actualité internationale est marquée par l'escalade entre les États-Unis récemment, Israël et l'Iran. J'aimerais avoir votre opinion sur ce sujet. Comment est-ce que vous analysez cette situation et ses conséquences possibles pour l'équilibre mondial ? Ce qui me frappe, c'est tout d'abord qu'il n'y a pas d'objectif officiel connu, que ce soit des Américains ou des Israéliens. Bon, ce sont des objectifs, mais ce ne sont pas des objectifs stratégiques, à mon sens. Et puis, ils évoluent toujours un peu. À mon avis, il y a des objectifs qui sont cachés. Moi, je reste convaincu que l'objectif de Netanyahou est un objectif qui relève de son intérêt privé et de l'intérêt public israélien. Alors, son intérêt privé, à mon avis, c'est ne pas être jugé, que ce soit par la Cour pénale internationale ou par un tribunal israélien. Il ne veut pas être jugé. Donc, tant qu'il y a une union nationale qui est présente en sa faveur, c'est le cas de chaque personne, de chaque gouvernant qui est en guerre, eh bien, cette unité, elle jouera en sa faveur et il ne sera pas jugé. Donc, il a intérêt à continuer le conflit. L'intérêt, je dirais, officiel, c'est qu'il veut affaiblir d'un côté l'Iran et puis de l'autre côté le Hezbollah, qui est son proxy, comme tout le monde le sait. J'irai même plus loin, je dirais que l'objectif de Netanyahou, dans son optique intérêt public, c'est de fractionner l'Iran. Il y a, si mes connaissances sont bonnes, je crois qu'il y a 31 provinces en Iran. Eh bien, son objectif, c'est de faire en sorte que ces 31 provinces soient éclatées. Il n'y ait plus d'unité nationale. Et puis, dans sa géographie proche, je dirais que son intérêt, c'est d'avoir des régimes fantoches. Voilà. Ou des régimes faibles, très faibles, comme l'est le pouvoir libanais. Voilà. Et puis, ce qui me frappe, c'est que il y a toutes les conceptions. Il y en a qui disent que Netanyahou et puis Trump ont pensé ce conflit au même moment et qu'ils l'ont planifié ensemble. Moi, je pense qu'ils l'ont planifié ensemble. Enfin,
au niveau politique, mais je pense que ça s'est déclenché, c'est Netanyahou qui a poussé Trump. Il a profité de son ego surdimensionné, à mon sens, pour lui dire « il faut absolument que tu me soutiennes là-dedans ». Et puis, bien entendu, il y a dans la famille de Trump des gens qui sont de confession israélite. Ça aide. Maintenant, pour ce qui est des Américains, bien entendu, je pense que lui, Trump, est-ce qu'il visait un changement de régime? Je ne le pense pas. Je pense qu'il veut véritablement mettre la main sur le pétrole. Voilà. C'est un vieux rêve américain, c'est contrôler l'ensemble du pétrole. Ça a été le cas avec le Venezuela. Lui, ce qu'il voulait avoir, c'est un espèce de régime en Iran. Trump, donc, il voulait avoir un régime en Iran, comme il a réussi à le faire avec le Venezuela, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui soit accommodant. Je voulais aussi vous demander si le conflit actuel pourrait... est-ce qu'il va rester régional ou est-ce qu'il y a des risques qu'il provoque un affrontement plus large entre grandes puissances qui pourrait déboucher potentiellement sur une guerre généralisée, voire mondiale? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous vous intéressez à la théorie de la... comment est-ce qu'on appelle ça? Escalation Governance ou Escalation Dominance de Robert Pape, qui, je crois, est professeur à Chicago, comme Mersheimer. Et Mersheimer reprend la même théorie, cette Escalation Dominance. Eh bien, le troisième pas, c'est que ça peut escaler ou ça peut aller jusqu'à un conflit mondial. Mais je dirais que pour l'instant, ça va se limiter à un conflit régional. Maintenant, pour qu'il y ait un conflit mondial, il faudrait encore que la Russie se sente concernée, ou je dis bien concernée, pas intéressée, et puis la Chine aussi. Or, ce qui m'a frappé, c'est que Trump demande à la Chine de l'aide pour passer le détroit d'Ormuz. C'est quand même étonnant. Et puis, il demande aussi de l'aide à Poutine en ce qui concerne le pétrole. Il faut que Poutine délivre du pétrole, contrairement aux sanctions demandées par l'Union européenne. Donc, si Trump demande l'aide de la Chine pour libérer, pour assurer la protection du détroit d'Ormuz, s'il demande à la Russie de l'aide pour libérer du pétrole, je ne pense pas que dans un avenir très proche, il y aura un conflit mondial. Je n'y crois pas. Le conflit va rester régional, mais est-ce que ça va durer longtemps? C'est pas en faveur de la politique américaine, parce qu'on en a connu de ces guerres qui durent. Voilà. Mais ce sera très dur parce que ce n'est pas parce qu'on peut de nouveau circuler dans le détroit d'Ormuz qu'on va retrouver les niveaux d'avant. Et puis c'est pas dans les jours qui suivent qu'on verra le prix du pétrole qui va baisser. Tout le monde a intérêt à tirer de l'argent du pétrole. Donc voilà, je ne vois pas ça se résoudre très rapidement. J'aimerais également vous poser une question par rapport aux travaux de penseurs comme Alford Mackinder, Nicholas Spykman ou John Mersheimer que vous venez de citer. Ce sont des analystes que vous admirez, auxquels vous vous intéressez beaucoup. Selon les théories de ces chercheurs, les grandes puissances veulent toujours contrôler davantage de zones stratégiques. En quoi est-ce que vous pensez que les analyses de ces analystes peuvent nous aider à comprendre les tensions internationales qu'on observe à l'heure actuelle ? Vous avez cité Mackinder. Mackinder, ça explique le conflit entre les États-Unis sous Biden et la Fédération de Russie, et son opération spéciale ou sa guerre suivant nos affinités contre l'Ukraine. Et puis, si je regarde Nicholas Spykman, lui, il explique un conflit à long terme avec la Chine. Je dis bien à long terme, puisque aujourd'hui, Trump demande l'aide de la Chine. Mais ça reste, on reste avec cette idée que la Chine va lancer une attaque sur Taïwan en 2027.
On reste toujours avec l'idée qu'il y aura l'anniversaire du Parti communiste, ou plus exactement de la Chine populaire, de la République populaire de Chine. Il faudra marquer un gros coup. Donc on est toujours entre ces deux dates pour... On pense qu'il y aura une prise ou une attaque de Taïwan. Personnellement, j'ai passé une année en Italie avec parce qu'ils ont ce grade en Chine, un colonel supérieur de l'armée populaire. Et ce sont des gens qui sont très patients et qui ne veulent pas forcément attaquer. Les Chinois veulent pour l'instant commercer. Ils voient que ça rapporte. Et puis, ils ont vu leur produit international brut baisser, donc ils veulent que ça remonte. Maintenant, une chose est sûre, c'est que tant les B2 que le F-35, ils ont besoin, pour leur construction, ils ont besoin de terres rares. Alors vous me direz, les terres rares, c'est pas les Chinois qui les détiennent, ils détiennent les raffineries, celles qui font en sorte que les terres rares puissent être exploitées. Mais les Américains en ont besoin pour leurs avions. Donc ils verraient de très mauvais œil que Taïwan tombe dans l'escarcelle des Chinois. Donc, à mon avis, ça reste un objectif pour les États-Unis, si ce n'est de s'attendre à un conflit avec la Chine, voire à intervenir pour défendre Taïwan. Voilà. Et puis, je vous l'ai dit, donc Mackinder, c'était essentiellement Brzezinski, c'était essentiellement veiller à ce que la Russie ne reste pas un empire. Donc il fallait absolument aussi le fractionner en différentes républiques pour qu'il ne soit pas fort. Il faut tenir la Fédération de Russie faible. Parce que, comme ça, et puis, on sait, bon, je ne sais pas si vous voulez me poser la question, mais enfin, l'Ukraine, c'est elle qui détient une grande partie des terres rares, donc il fallait mettre la main sur cette Ukraine. Voilà. Oui, Mackinder affirme également que le contrôle du Heartland eurasiatique, donc Russie, Sibérie, Asie centrale, peut être la clé de la puissance mondiale. Est-ce que vous interprétez la rivalité actuelle entre la Russie, les États-Unis et la Chine à travers cette grille de lecture également? Je vous l'ai dit, Nicholas Spykman, c'est lui véritablement le théoricien de cette guerre possible entre les États-Unis et la Chine. Et puis Mackinder, c'est essentiellement la problématique de la Fédération de Russie. Mais c'est clair que si vous mélangez un petit peu les pensées, oui, la tension actuelle, elle est là. Oui. Vous avez également cité Mearsheimer, qui affirme que l'expansion de l'OTAN aurait contribué à provoquer la guerre en Ukraine. C'est une analyse peut-être un peu simpliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une analyse réaliste, ce que disait Mearsheimer? Alors, je vais certainement me mettre à dos quelqu'un que je connais bien, c'est Jacques Beau, qui lui dit que ce n'est pas là la problématique, ce n'est pas l'extension de l'OTAN vers l'Est qui a créé le conflit. Mais moi, je crois, comme Mearsheimer, que c'est cet élargissement qui a fait peur aux Russes. Parce que l'OTAN aille en Ukraine, ça veut dire l'OTAN va mettre ses armes nucléaires en Ukraine. Et c'est la même crainte pour les Russes que lorsque les Soviétiques voulaient mettre leurs fusées nucléaires sur Cuba. C'est exactement les mêmes craintes. Voilà. C'est mon optique. Mais je vous dis, je suis en inadéquation avec Jacques Beau qui lui dit que ce n'est pas véritablement ça qui a fait en sorte que le conflit a éclaté. Qu'est-ce que pense Jacques Beau justement et pourquoi est-ce que vous êtes en désaccord avec ce que lui Justement, présente? parce que lui pense que ce sont d'autres facteurs. Je ne vais pas élaborer tous les facteurs, ce serait peut-être un peu long, mais une chose est sûre, c'est que pour lui, ce n'est pas l'élargissement à l'Est qui a fait ça. Je vais même être peut-être un petit point supplémentaire. Je pense que cet élargissement dans la pensée américaine, elle est très loin. Lorsqu'il y a eu Eltsine qui a fait tirer sur la Douma, je crois,
Je crois savoir, si la mémoire est bonne, que ça devait être aux alentours du 4 octobre 97. Je peux me tromper. Mais il y avait Clinton qui était avec Eltsine, et Clinton était très heureux en voyant que tout à coup, Eltsine se mettait du côté des Américains, que c'était une forme de début de révolution colorée. Première tentative d'aller très très loin. Et puisqu'il aurait proposé, je crois, 1,5 milliard pour relancer l'économie, malheureusement, le développement de la situation ne s'est pas fait comme l'attendait Clinton. Voilà. Mais pour moi, c'était véritablement l'objectif ultime, c'était d'aller jusque-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a certains analystes comme Jeffrey Sachs qui estiment que la diplomatie aurait pu éviter ce conflit, que l'Occident a manqué d'opportunités de négocier sur cette question-là avec la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au début, il y avait un partenariat euro-atlantique dans lequel les Russes étaient. Et puis, si la mémoire est bonne, les Russes étaient même prêts à entrer dans l'OTAN, mais c'est l'OTAN qui n'a pas voulu les Russes. Alors, il ne faut pas s'étonner que tout à coup, il y a eu cette distance entre l'OTAN et la Russie, parce que l'OTAN se méfiait des Russes. Les Russes avaient essayé de faire une proposition pour dire, écoutez, on va travailler avec vous, vous ne voulez pas de moi, et bien entendu, la méfiance s'est installée. Elle s'est installée des deux côtés. Je pense véritablement que Jeffrey Sachs a raison, une fois de plus. On a d'autres experts qui affirment que la guerre en Ukraine est devenue un véritable laboratoire pour les nouvelles technologies militaires, notamment les drones. On a d'autres analystes qui ont même révélé une coopération militaire croissante entre la Russie et l'Iran, notamment autour des drones Shahed. Certains observateurs évoquent une forme de boucle technologique entre les deux pays, entre l'Iran et la Russie. Est-ce que vous pensez que ce partenariat militaire est en train de redessiner l'équilibre stratégique dans la zone du Moyen-Orient ? Redessiner la stratégie avec des drones Shahed, je ne le pense pas. Je pense que maintenant, toutes les nations, je le vois aussi en Suisse, tout le monde veut des drones. Voilà, donc je ne pense pas qu'il va y avoir un changement. Je ne pense pas qu'une technologie change une stratégie. La stratégie, elle est dans les têtes. La stratégie, elle est dans la transformation de ce qui se passe dans la tête au niveau des armées. C'est là qu'il y a de la stratégie. Mais je ne pense pas que les drones révolutionnent la stratégie. Tous les États ont pris conscience de l'efficacité, de la nécessité d'avoir des drones. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a, bien entendu, qu'il y a certainement entre l'Iran et la Russie un accord pour qu'on puisse avoir des drones en grand nombre, enfin jusqu'à présent, puisque l'Iran en a maintenant besoin, mais pour qu'on en ait plus et à un meilleur coût, ça certainement. Mais vous aurez remarqué que les Ukrainiens, maintenant, ils ont développé une arme anti-drone, c'est-à-dire moi je ne suis pas un spécialiste de la technologie, mais je crois que ça s'appelle le Sting, qui est un autre drone dont l'objectif est de détruire les drones. Ça coûte moins cher et tout aussi rapide, si ce n'est plus. Voilà. Mais c'est pas ça qui va changer la stratégie. C'est pas c'est pas parce que vous avez le plus grand porte-avions que vous allez remporter le combat à travers une révolution stratégique. Donc pour vous, c'est la stratégie qui peut amener un pays à prendre le dessus sur un autre ? Moi, je pense que la stratégie fait beaucoup pour ça. Il faut qu'il y ait une conception qui soit claire. Qu'est-ce que l'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire avec la technologie ? Qu'est-ce que l'on veut faire avec notre armée ? Et c'est ça qui fait en sorte que on peut être fort. Les drones, je vous l'ai dit, tout le monde a tiré les enseignements sur les drones. Les Français ont vu qu'il faut avoir ils ont un fusil à laser qui permet de brouiller les ondes des drones. Il y a l'histoire des filets de pêche que les Français donnent à tire-larigot aux Ukrainiens pour pour attraper les drones. Enfin, on a des tas de possibilités. Mais il y a d'autres armes qui sont, à mon avis, beaucoup plus spectaculaires. Vous avez le phosphore blanc qui a été utilisé notamment en Irak, qui est de nouveau utilisé sur le terrain au Liban. C'est une arme qui est
inhumaine, c'est une arme inhumaine. Personne ne relève cette chose, mais c'est utilisé. C'est une arme qui s'est trouvée, qu'on a engagée aussi à Fallujah, que les Américains ont... Ça, c'est véritablement quelque chose on peut imaginer qu'il y a un but stratégique, peut-être, là-dessus. Parce qu'une fois que vous avez démoralisé une population, que vous l'avez fait peur, elle va rester tellement sidérée par cette arme que vous aurez une influence sur la population. Et puis il y a aussi la bombe électromagnétique qui a été engagée, notamment en Iran. Donc il n'y a pas que la structure de conduite et de commandement de l'adversaire qui est touché, vous avez aussi les populations qui sont touchées. Ce n'est pas inhumain, mais le but, c'est d'avoir une influence sur les populations. Et ça, on n'en parle pas. Mais je suis sûr que les états-majors aujourd'hui réfléchissent sur les conséquences de l'emploi de ces armes, le phosphore blanc, la bombe électromagnétique. Comme à l'époque, on faisait des réflexions sur l'impulsion électromagnétique nucléaire. Vous avez parlé de stratégie dans le contexte du conflit russo-ukrainien. Qui est-ce qui a l'avantage stratégique selon vous à l'heure actuelle ? En Ukraine ? Oui. Je reste convaincu que ce sont les Russes. Pour quelle raison ? Même si ça semble s'arrêter. Vous me posez une question sur les armes qui changent la stratégie. Moi, les images que j'en ai, c'est la guerre 14-18, c'est pas la guerre 39-45. On voit toujours des journalistes nous montrer un char, nous montrer un canon d'artillerie, nous montrer je sais pas, c'est toujours un objet. C'est un canon César, c'est fantastique. Mais c'est pas l'image de la réalité. La réalité, c'est 14-18, ce sont les tranchées, voilà. Alors, bien entendu, quand vous avez des armées qui commencent à creuser des tranchées, à faire à monter des obstacles, à les multiplier pour éviter que l'adversaire arrive, c'est clair que c'est très long pour attaquer ces tranchées. On a vu 14-18. Voilà. Alors le front, il est un peu stabilisé. Il reste encore quelques kilomètres. Mais je vous rappellerai que l'objectif de l'Ukraine, c'est de libérer tous les territoires qui appartiennent à l'Ukraine. Et ça, il ne les aura jamais en retour. C'est ma conviction personnelle. Au contraire, Poutine n'a jamais voulu envahir l'ensemble de l'Ukraine. Il y en a beaucoup qui essayent de nous faire croire ceci, mais il aurait mis bien plus d'hommes et il aurait mis certainement au premier échelon de l'assaut des troupes plus aguerries que ça. Il pensait à tort, comme toujours, celui qui attaque, il croit qu'il aura vite terminé la chose. Ça s'est passé pas aussi rapidement qu'il le pensait, comme pour Trump. Tous ces gens font des erreurs au départ. Ils n'écoutent certainement pas assez leur service de renseignement. Voilà. Donc je pense que la Russie, si ce n'est... elle ne remportera donc pas l'ensemble de l'Ukraine parce que ça n'a jamais été son objectif, mais elle va gagner. Elle aura ces 4 oblasts. Voilà. Maintenant, est-ce qu'elle veut emporter encore d'autres oblasts en fonction de la situation? C'est possible, mais je pense que la Russie a déjà remporté ce qu'elle voulait. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, si vous avez aimé cet extrait, je vous invite à visionner la vidéo dans son intégralité sur Epoch TV en cliquant sur le lien situé dans la barre d'information sous la vidéo. Sur Epoch TV, l'inscription est gratuite et vous aurez également accès à davantage de contenu premium, des articles d'analyse de l'actualité ainsi que des interviews. J'espère que cette offre enrichie vous plaira et je vous dis à bientôt sur NTD France.